Alors, pour le TD de mercredi après-midi, donc on termine le TD numéro 8 sur le transport de particules microscopiques. Il nous reste 4 exercices. Alors, dans l'exercice 3, on va s'intéresser donc à la diffusion pure de neutrons dans un barreau d'uranium solide. Donc là, évidemment, diffusion pure, pas de convection, pas de problème de ce genre. Alors, la première question, c'est un petit peu une question de cours qu'on a déjà traitée, mais qu'on va revoir. On vous demande de trouver le nombre d'interactions entre les neutrons et les noyaux d'uranium par unité de temps, par unité de volume. Alors on s'intéresse pour commencer donc par un noyau d'uranium cible de section efficace sigma, donc c'est la surface de la cible, pouvant donc effectivement capter les neutrons. Donc les neutrons, ils ont une vitesse v, ils ont une densité particulière petit c, et on s'intéresse donc à un seul noyau cible. Alors bien sûr, en moyenne, globalement, on suppose que les neutrons se déplacent tous à la même vitesse v, et on va donc compter le nombre de neutrons présents dans le volume de section de surface sigma et de longueur VDT. C'est-à-dire que tous les neutrons dans ce volume, entre T et T plus DT, vont pouvoir donc percuter la cible, percuter la section efficace de la cible. On les compte, donc il y en a combien? Il y en a donc la densité particulière, donc le nombre par unité de volume, fois le volume, donc sigma VDT. C'est donc le nombre de chocs, le nombre d'interactions entre les neutrons et un noyau d'uranium cible pendant DT. Maintenant, quand on prend un élément de volume d'étau, contenant donc plusieurs cibles, plusieurs noyaux d'uranium, donc grand N d'étau, grand N c'est la densité en noyaux d'uranium, le nombre d'interactions entre les neutrons et les noyaux d'uranium dans le volume d'étau pendant dt, c'est donc grand N d'étau fois le delta N cible qu'il y a ici. Si on divise par d'étau et par dt, on obtient donc la fréquence volumique, donc le nombre d'interactions par unité de volume et par unité de temps, donc CV sigma n, et en effet, ça se met bien sous la forme CV sur lambda, donc c'est le nombre de chocs par mètre cube par seconde. Lambda est une longueur qui vaut 1 sur sigma grand N, et en effet, on retrouve l'expression du libre parcours moyen des neutrons dans l'uranium, donc longueur en mètres. Avec grand N, bien sûr, la densité des cibles, et sigma, la section efficace d'une cible. Alors, je vous rappelle brièvement que si vous reprenez delta n d'étau, si on prend d'étau égale 1 sur C, avec C la densité en neutrons, ça veut dire que dans d'étau, il y a un seul neutron. Si on prend pour dt la durée lambda sur V, ça veut dire que c'est le temps entre deux chocs, puisque lambda c'est le libre parcours moyen, donc la distance parcourue moyenne entre deux chocs pour un neutron sur V, la vitesse d'un neutron. Et à ce moment-là, delta n d'étau, c'est forcément 1, parce qu'il y a un seul neutron, et on a pris pile poil la durée où il peut y avoir qu'un choc. Et vous retrouvez bien l'expression du libre parcours moyen. Alors maintenant, on va s'intéresser donc à la diffusion des neutrons dans le barreau d'uranium. On se place donc en géométrie unidirectionnelle cartésienne. Donc selon l'axe des x, je vais considérer donc une tranche entre x et x plus dx d'uranium. Et on va bien sûr faire un bilan en neutrons dans ce volume d'étau entre T et T plus dt. Donc le nombre de neutrons présents à T plus dt, moins le nombre de neutrons présents à la date T, c'est ceux qui rentrent, moins ceux qui sortent, donc par diffusion, plus le terme source qui va être important ici puisqu'il se décompose en deux. Donc effectivement, il y a des neutrons qui sont absorbés, captés par les cibles, par les noyaux d'uranium. Donc dans le delta n source, il y a moins delta n absorbés, donc on les compte négativement puisqu'ils vont disparaître, entre guillemets. Et il y a ceux qui vont être créés par les réactions de fission nucléaire. Et on vous dit que pour un neutron absorbé, il y a P neutrons créés par secondaire, dits secondaires, créés par les fissions nucléaires de noyaux d'uranium. Ce terme-là, bien sûr, il est positif. Donc, le nombre de neutrons présents, c'est la densité fois le volume, AT plus DT moins AT. Ce qui rentre par diffusion, c'est donc JN, le vecteur densité de flux de neutrons par diffusion fois SDT, moins JN en X plus DX, c'est ceux qui sortent. Ceux qui sont absorbés, il y en a CV sur lambda qui sont captés par unité de volume, par unité de temps, c'est ce qu'on a calculé dans la première question, donc fois le volume fois le temps, ça c'est ceux qui vont être captés, qui vont interagir. Et pour un capté, il y en a P créé, donc P fois ça, positivement, c'est ceux qui sont créés. Voilà. Les développements limités à l'ordre 1 qui vont bien, la loi de Fick, puisque c'est bien de la diffusion pure de neutrons, et on obtient bien l'équation différentielle vérifiée par la densité particulière en neutrons. Alors on dit que c'est une équation de continuité, pas vraiment une équation de diffusion, puisqu'il y a un terme de source, effectivement, ici. Alors on va commencer par s'intéresser dans la question 3 à une solution stationnaire, mais sans fission. C'est-à-dire que pour les neutrons absorbés, il n'y a aucune création. Donc on dit que c'est un réacteur qui n'est pas amorcé, on dit que le captage des neutrons n'est pas efficace, puisqu'on n'arrive pas à casser des noyaux et à produire beaucoup d'énergie et produire des neutrons secondaires.
Donc, on obtient cette équation différentielle, donc vous savez résoudre. On obtient donc les exponentielles réelles avec petit l, une longueur caractéristique qui vaut racine de lambda grand D sur V. Alors bien sûr, si x tend vers l'infini, la densité en neutrons ne peut pas exploser, donc B est forcément nul, et en x égale à 0, on vous dit qu'on maintient une densité C0 de neutrons. Donc on a C de x qui vaut C0 exponentielle moins x sur L. Alors ça permet effectivement de voir un petit peu ce que c'est que L. L, c'est une distance caractéristique qui caractérise donc la disparition des neutrons. Donc les neutrons qui sont apportés par la source de neutrons, ici en x égale à 0, bah, ils vont donc diffuser et progressivement disparaître, puisqu'ils vont être captés par les noyaux d'uranium, donc venir grossir le nombre de neutrons des noyaux d'uranium. Et donc, puisqu'il n'y a pas de fission, c'est tout. Alors dans la question 4, on va s'intéresser donc à un réacteur nucléaire en fonctionnement, donc avec de la fission en régime stationnaire, donc un réacteur stable. Donc je ne vous cache pas que c'est ce qui est souhaité dans les centrales nucléaires, évidemment, ou dans le réacteur nucléaire du Charles de Gaulle. Alors bien sûr, ce réacteur, il est confiné, c'est-à-dire qu'il n'est pas infini, hein, donc il est limité entre moins grand L sur 2 et plus grand L sur 2. On vous dit que la densité en neutrons s'annule par continuité en moins L sur 2 et en plus L sur 2. Et bien sûr, P va être plus grand que 1. On obtient donc cette équation différentielle avec P-1 qui est positif. Donc là, par contre, c'est un oscillateur harmonique, en fait, hein, mathématiquement. Les solutions donc sont sous la forme a cos kx plus b sinus kx, mais on vous dit directement de prendre a cos kx, car il nous faut une fonction paire, puisqu'on doit évidemment retrouver la même densité en neutrons en x et moins L sur 2 et en x plus L sur 2. Donc on aura un C de x en fonction de x qui aura ce type d'évolution. Et on voit bien que ce sera maximal, bien sûr, au milieu du réacteur. Donc il nous faut une fonction paire. Donc on la prend directement, on l'injecte dans l'équation différentielle. Ça doit être vrai pour tout x compris entre moins L sur 2 plus L sur 2, donc on peut simplifier par a cos kx et on obtient l'expression de k carré. Donc P-1, ce petit L carré. Ensuite, aux extrémités, ça doit s'annuler. Donc cos k grand L sur 2 doit être nul. Donc k, c'est 2n plus 1 pi sur... enfin, kl sur 2, c'est 2n plus 1 pi sur 2. Donc k, c'est 2n plus 1 pi sur grand L avec n un entier. C'est une relation de quantification. Ça veut dire que k ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Pour observer un régime stable de ce réacteur nucléaire, k ne peut prendre que certaines valeurs. Donc on élève au carré, on identifie avec p-1 sur L carré, et on obtient donc les valeurs de P possibles. Pour observer un réacteur stable en régime stationnaire, P, donc le nombre de neutrons créés pour un neutron absorbé, supérieur à 1, évidemment, 1 plus quelque chose de positif, mais ne peut prendre que certaines valeurs, qu'une suite de valeurs quantifiées. Alors, évidemment, en pratique, pour des raisons de sécurité, on va l'expliquer tout à l'heure, on prend toujours la plus petite, hein, c'est-à-dire qu'on va régler le fonctionnement des réacteurs nucléaires stables avec la plus petite valeur de P. Donc, on l'appelle P indice C, c'est le P critique, si vous voulez. C'est donc 1 plus pi carré petit l carré sur grand L carré. Donc, on aura toujours la valeur minimum. Et on essaiera, bien sûr, de réguler le taux de neutrons créés pour un neutron absorbé à cette valeur-là. C'est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment, pour les réacteurs nucléaires stables. La dernière question, c'est le réacteur instable, donc non stationnaire. Donc, dans ce cas-là, P est différent de P indice C, et P n'a pas une des valeurs de la suite quantifiée de tout à l'heure. Donc on injecte la solution qui est proposée dans l'équation différentielle complète. C'est valable quel que soit x, donc on peut simplifier par cos kx. Et on obtient l'équation différentielle vérifiée par la fonction f de t, la partie temporelle. Or, on sait que k carré, c'est pc-1 sur l carré, c'est pi carré sur grand L carré, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc implicitement, le k du cos kx, c'est le même que pour le régime stationnaire. Et ça nous permet d'écrire cette équation différentielle vérifiée par f de t sous cette forme-là. Donc c'est bien une équation classique d'ordre 1. Et donc f de t, c'est a exponentielle moins t sur tau, avec a une constante qu'on pourra évaluer avec la densité en x égale à 0 à t égale 0 qu'on a fourni, et tau, un temps caractéristique en secondes qui vaut donc petit l carré sur grand D pc moins p. Donc grand D, c'est des mètres carrés seconde moins 1, L des mètres, donc c'est bien homogène puisque pc et p n'a pas d'unité. Et on arrive à la discussion donc, de cette solution. Alors en effet, si P égale PC, ça veut dire que taux tend vers l'infini. Si taux tend vers l'infini, f de t va tendre vers 1, puisqu'on aura exponentielle de 0. Et on retrouve la solution stable, avec évidemment la valeur de k, pi sur grand L de tout à l'heure. Donc on obtient bien, il faut que ce soit cohérent avec la solution stable de tout à l'heure. Donc ça, si évidemment P égale PC, pas de problème. Maintenant, si P est plus petit que PC, donc si on ne produit pas suffisamment de neutrons à chaque fission, il y a taux qui va être positif. Donc l'exponentielle va être décroissante, et au bout de quelques taux, il n'y aura plus du tout de neutrons. Donc on parle d'arrêt du réacteur.
Donc, c'est ce qu'on va faire effectivement quand on arrête le réacteur, donc d'une centrale nucléaire ou du Charles de Gaulle quand on décide de l'entretenir et d'arrêter son réacteur. Par contre, si P dépasse PC, donc si on produit trop de neutrons à chaque captage de neutrons, taux devient négatif. Et là, à ce moment-là, l'exponentielle explose, donc la densité explose. Ça, c'est la bombe atomique. Donc c'est la bombe nucléaire. Donc c'est pour ça, vous avez compris, qu'on prendra systématiquement la plus petite valeur possible de P pour un fonctionnement stable du nucléaire, du réacteur nucléaire, pour éviter tout accident. Et cette valeur de P, bien sûr, elle est contrôlée 24 heures sur 24, tout le temps. Donc il y a des dispositifs pour absorber les neutrons s'il y en a un petit peu trop, pour des raisons de sécurité. Donc voilà pour cet exercice intéressant qui nous touche dans notre quotidien, hein. Il y a beaucoup de centrales nucléaires en France, il y a des sous-marins à réacteurs nucléaires, il y a le porte-avions à réacteurs nucléaires, donc c'est important d'avoir des notions précises, hein, sur ce fonctionnement. Donc il y a un aspect thermique au réacteur nucléaire, évidemment, mais il y a aussi un aspect diffusion des neutrons, concrètement. Alors dans l'exercice 4, on va passer à toute autre chose, puisqu'on va s'intéresser à la disparition d'un petit grain de sucre de glucose sphérique de rayon R0 de centre de masse volumique mu immergé dans l'eau. Voilà. Et donc, on va s'intéresser à sa dissolution et pouvoir mettre en équation ça avec des notions, vous allez voir, de diffusion. Alors en effet, ça se comprend, hein, puisque on va avoir une zone, donc à t égale 0, on a donc ce petit grain de sucre de rayon R0, c'est une zone très riche en glucose, il n'y a pas de glucose autour, donc effectivement, spontanément, il y a du glucose qui va passer dans l'eau, et qui va donc diffuser, donc se déplacer spontanément des zones riches vers les zones pauvres dans l'eau. Alors bien sûr, asymétrie sphérique parfaite, hein, avec une explosion de glucose, si vous voulez, avec le vecteur JN, vecteur densité de flux en molécules de glucose, qui aura donc la géométrie radiale sphérique, évidemment. Alors, on est dans un liquide, hein, donc le support matériel ici, c'est de l'eau liquide, donc a priori, il y a quand même de la convection naturelle. Et dans cet exercice, implicitement, on va supposer qu'il n'y a pas de convection. On va s'intéresser à la diffusion pure. On pourra donc critiquer le résultat final, évidemment. Donc diffusion pure de molécules de glucose dans l'eau. À une date T, donc le grain de sucre aura un rayon R de T, plus petit que R0. Alors pour commencer, on vous demande donc d'établir l'équation différentielle dont est solution, la densité particulière en glucose, et donc ensuite la concentration en massique, donc en grammes par litre, ou en kilogrammes par mètre cube si vous voulez, en glucose dans l'eau. Donc on a une date T, donc le grain a un rayon R de T, et on va s'intéresser à une coquille sphérique entre petit r et petit r plus dr, voilà, de volume d'étau, et on fait un bilan en molécules de glucose dans cette coquille sphérique d'étau entre T et T plus dt. Donc le nombre de molécules de glucose dans des taux à T plus dt, moins le nombre à T, bien sûr, à la distance petit r du centre du grain de sucre. C'est le glucose qui rentre, moins le glucose qui sort par diffusion uniquement, il n'y a pas de terme source ici. Le grand N, donc on va utiliser petit n, donc la densité de molécules de glucose, donc le nombre de molécules de glucose par mètre cube, et fois le volume, donc 4 pi r carré dr, j'ai oublié le dr ici, voilà, donc 4 pi r carré dr, ça c'est le volume de la coquille sphérique fois dt, j'ai fait directement le développement limité. Pour celle qui rentre, c'est Jn en R fois 4 pi R carré dt. Et celle qui sort, c'est Jn en R plus dr fois 4 pi R plus dr au carré dt. La surface interne et la surface externe de la coquille sphérique n'est pas la même. Et j'ai fait le développement limité sur la fonction R carré Jn. Bon, j'ai pas tout développé, on l'a fait déjà assez souvent. Ensuite, Jn, j'ai utilisé donc la loi de Fick, puisque Jn, c'est un phénomène de diffusion pure. Et j'ai donc simplifié par les 4 pi dt et les dr. En fait, j'ai pas mis le dr non plus ici, donc c'est pas un oubli, c'est juste que je l'ai pas mis, car il se simplifie bien sûr le dr. Et on obtient donc l'équation de diffusion, vérifiée par n en radial sphérique, donc le résultat qu'on a vu dans le cours évidemment. Alors maintenant, il faut faire apparaître la concentration massique. Mais c'est pas très compliqué, puisque la concentration massique, c'est la masse de glucose par unité de volume à la distance petit r. Donc, c'est la densité en molécules de glucose, le nombre de molécules de glucose par mètre cube, fois la masse d'une molécule de glucose. Et la masse d'une molécule de glucose, c'est sa masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Puisque le nombre d'Avogadro, c'est le nombre de molécules de glucose dans une mole. Et la masse molaire, c'est la masse d'une mole. Voilà. Donc en fait, on constate que C et N sont proportionnels, hein, puisque la masse d'une molécule de glucose est une constante. Donc si vous remplacez N par C sur la masse d'une molécule de glucose, ça simplifie à gauche et à droite. Et on a exactement la même équation différentielle au sens mathématique vérifiée par C. Bien.
Les conditions ont limite. Bien sûr, quand R tend vers l'infini, bah, C tend vers 0, puisqu'il n'y aura pas de glucose très très loin du morceau de sucre, évidemment. Et à l'interface entre le glucose et l'eau, en petit r égale grand R de t, à une date t, hein, C sera égal à C0. Et C0, c'est la solubilité, en kilogrammes mètre moins 3 ou en grammes par litre. C'est-à-dire qu'à l'interface entre le glucose solide et l'eau, il y a un équilibre entre le glucose solide et le glucose aqueux, donc le glucose dissous dans la solution. Alors ça, c'est un résultat de première année, hein, c'est une réaction de solubilité. Et à ce moment-là, s'il y a un équilibre, la concentration en glucose, c'est forcément ce qu'on appelle la solubilité. Alors elle est donnée ici en grammes par litre, on aurait pu la donner en mol par litre. Et elle est donnée ici pour le glucose. Dans la question 3, on vous demande de faire une analyse qualitative. Alors bien sûr, on a une équation de diffusion qu'on ne sait pas résoudre à la main, sauf numériquement, mais ce n'est pas le but ici. Donc on va utiliser uniquement la petite relation qu'on a, donc le temps de diffusion, c'est la distance de diffusion au carré sur grand D. Grand D étant le coefficient de diffusion des molécules de glucose dans l'eau liquide. Alors, on décide ici de prendre pour delta diff R0. Alors pourquoi? Nous, on a envie d'évaluer au bout de combien de temps, grossièrement, hein, on va faire disparaître le grain de glucose. Donc il faudra pour cela que les molécules de glucose au centre puissent se déplacer d'une distance R0 dans l'eau liquide. Donc pour cela, les molécules de glucose sur la périphérie doivent se déplacer de R0 pour laisser la place à celles qui sont derrière, qui pourront se déplacer elles aussi de R0. Donc quand toutes les molécules se seront déplacées de R0, toutes les molécules présentes dans le grain de sucre, on pourra considérer que tout sera dissous. Donc voilà pourquoi j'ai pris comme distance de diffusion R0. Ça me donne 48 000 secondes, environ 13,3 heures, s'il y avait une diffusion pure. Évidemment, on se doute bien que quand vous mettez un morceau de sucre dans de l'eau, il va se dissoudre en quelques minutes, hein, évidemment. Et si vous agitez l'eau avec de la convection forcée, c'est en quelques secondes, hein. Mais là, on est en diffusion pure, donc c'est un peu théorique. Donc j'estime à 13,3 heures. Alors pourquoi cette estimation? Parce que pour pouvoir faire la suite de l'exercice, il va falloir donner une solution mathématique à cette équation de diffusion et on ne sait pas le faire à la main. Donc là, on sous-entend bien sûr avec ce temps qui est très très long, une hypothèse d'un régime quasi stationnaire car le phénomène est très très lent. Alors attention, ici, on ne peut pas donner une validité à cet ARQS en utilisant le critère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le taux diff à un delta T qui caractérise le temps de variation d'une concentration quelque part. Là, on voit pas ce qu'on peut comparer. Donc là, on est simplement obligé de dire, bon, bah, phénomène très lent parce que taux diff très grand, donc ARQS a priori cohérent. De toute manière, il faut prendre cette initiative, sinon vous êtes bloqué. Sinon, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas résoudre et faire la suite. On va donc considérer qu'on est dans la RQS, quasi stationnaire, donc dc sur dt est quasiment nul, et donc je considère que ce terme est quasiment nul. Et là, je peux résoudre. J'en déduis donc une solution mathématique pour la concentration massique en glucose dans l'eau. Alpha sur R plus bêta, avec alpha et bêta a priori des fonctions du temps. Alors bêta est forcément nul, puisque quand R tend vers l'infini, C tend vers 0. Et à l'interface en petit r égale grand R, j'ai C qui vaut C0. Donc j'ai effectivement l'expression C qui vaut C0 grand R sur R. Effectivement, ça dépend quand même du temps, puisque le rayon du morceau de glucose va varier dans le temps, alors très lentement, on s'en doute, hein, on a évalué grossièrement à 13,3 heures, mais ça varie quand même un petit peu dans le temps. Alors dans la question 5, ça y est, il faut y aller, hein. Il faut se retrousser les manches, il va falloir évaluer, donc maintenant plus précisément, grâce à la relation qu'on vient de trouver, il va falloir évaluer le temps de disparition du grain. Donc pour cela, on va se placer entre T et T plus dt. Donc le morceau de glucose solide va passer d'un rayon grand R de T à R à grand R à T plus dt, donc va diminuer. Et donc la pellicule de glucose de volume d'T' qui va disparaître entre T et T plus dt, donc qui va diffuser dans l'eau liquide, c'est donc égal à moins 4pi grand R carré d grand R. Pourquoi? Parce que d grand R c'est négatif, hein, parce que grand R diminue au cours du temps, et d'T' pour moi c'est positif. Alors dans cette pellicule de glucose qui va disparaître, donc diffuser dans l'eau entre T et T plus dt, il y a combien de molécules de glucose? Alors, il y a quelle masse déjà? Donc mu, la masse volumique fois d'T', j'ai oublié le prime, et fois la masse, divisé par la masse d'une molécule de glucose. Donc delta N, le nombre de molécules de glucose présentes dans cette pellicule de volume d'T', c'est la masse de glucose dans cette pellicule d'T' divisée par la masse d'une molécule de glucose. Et la masse d'une molécule de glucose, c'est la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Ensuite, ces delta N molécules qu'on vient de calculer, là, ce nombre, diffusent dans l'eau entre T plus dt, à l'interface petit r égale grand R de T. Donc, c'est le JN, donc le vecteur densité de flux de molécules de glucose, donc le nombre de molécules de glucose par unité de surface par unité de temps, fois la surface, 4pi grand R carré, fois dt.
Et d'après la loi de Fick, Jn, c'est moins d dn sur dr. Et n, on a vu tout à l'heure que c'était c fois na sur grand M. Donc vous remplacez petit n en faisant apparaître c. Vous simplifiez par les na sur grand M qui simplifient à gauche et à droite, les 4 pi grand R carré, et on obtient cette équation différentielle vérifiée par grand R, le rayon du grain de glucose. Voilà. Alors pour la résoudre, cette équation qui est non linéaire, on sépare les variables. Grand R dr égale moins grand d c0 sur mu dt, on intègre. À t égale 0, grand R vaut R0, donc on a la constante d'intégration. Et là, vous avez la loi, en tout cas notre évaluation avec nos outils, nos hypothèses, vous avez la loi d'évolution du rayon du grain solide de glucose en fonction du temps. Alors bien sûr, à t égale taux, pas taux diff, le taux ici qu'on a évalué, grand R égale 0, donc on a l'expression de taux et on trouve 19 millisecondes, 5,3 heures. Donc notre ordre de grandeur de tout à l'heure, bon, il était surévalué, mais on s'en doutait, hein, c'était assez grossier. Là, c'est un petit peu plus précis. Alors ça ne veut pas dire que c'est la réalité, puisque l'expérience, ça va être quasi impossible à faire, puisque la convection naturelle dans l'eau liquide, elle est omniprésente. On va avoir beaucoup de mal à la faire disparaître, à l'éliminer. Donc en théorie, s'il n'y avait que la diffusion pure, on mettrait 5,3 heures. C'est cohérent pour de la RQS, parce que c'est quand même très long, hein, c'est pas quelque chose qui est rapide. Et en réalité, il y a de la convection naturelle. Alors, dans l'exercice 5, en fait, on va corriger l'interro de l'année dernière, mais vous aurez une interro que pour vous cette année, donc mardi prochain, hein, en distanciel, comme la dernière fois. Donc, dans l'exercice 5, alors on veut mettre en évidence la compétition entre la convection de particules et la diffusion de particules, et pour cela, on imagine l'expérience suivante. Donc, on établit donc dans une canalisation horizontale un écoulement uniforme et stationnaire de fluide à la vitesse V0 selon les x négatifs. On va donc considérer par exemple, c'est de l'eau liquide, hein, et que toutes les gouttes d'eau liquide, ça tombe bien puisque vous avez les cours de mécanique des fluides en parallèle, hein, toutes les gouttes d'eau liquide se déplacent avec la même vitesse, donc toutes les petites gouttes d'eau liquide se déplacent avec la même vitesse, V0, dans ce sens-là, vers les x négatifs. Voilà. Donc ça va être ce qu'on appelle un courant convectif. Ensuite, en x égale à 0, on vous dit qu'on injecte des molécules colorées, voilà, en maintenant une densité volumique constante N0. Donc il y a un petit injecteur de molécules colorées, et on se place en régime stationnaire, on vous demande l'équation différentielle vérifiée par n de x pour les x positifs. Alors en effet, pour les x positifs, dans cette zone-là, là on a une zone riche en molécules colorées, parce qu'il y a un injecteur qui maintient une densité constante, et par là il y a une zone pauvre en molécules colorées, il n'y en a pas. Donc spontanément, il y a un phénomène de diffusion de particules qui va entraîner des molécules colorées, donc des zones riches vers les zones pauvres, donc vers les x positifs, caractérisé par un vecteur JD, vecteur densité de flux de molécules colorées, dû à la diffusion, donc déplacement des molécules colorées par la diffusion. Et ça va à contre-courant, car il y aura aussi un déplacement de molécules colorées de convection, J-convection, bien sûr, dans le même sens, dans le même déplacement que les gouttes de fluide support. Donc effectivement, les gouttes d'eau vont entraîner les molécules colorées avec la même vitesse vers les x négatifs. Donc il y a bien compétition dans cette zone entre deux phénomènes physiques de déplacement de particules microscopiques, ici les molécules colorées, de déplacement global. Donc la convection, donc l'entraînement par le solvant à la vitesse V0, et la diffusion spontanée, donc on a expliqué au niveau microscopique, la marche au hasard, le mouvement brownien. Hein. Donc globalement, ça donne un déplacement JD vers l'x positif. Donc si je choisis une tranche entre x et x plus dx, de surface S, je fais un bilan en molécules colorées dans cette tranche entre t, t plus dt. Donc j'ai le nombre à t plus dt moins le nombre à t qui vaut 0 puisqu'on se place en stationnaire. C'est celle qui rentre moins celle qui sort, il n'y a pas de terme source. Ici. Et pour celle qui rentre, il y a deux phénomènes. Il y a celle qui rentre par diffusion en x fois sdt. Il y a celle qui rentre par convection en x plus dx fois sdt. Il y a celle qui sort en x plus dx par diffusion et celle qui sort par convection en x. Les développements limités à l'ordre 1 me donnent que la dérivée par rapport à x du j diffusion est égale à la dérivée par rapport à x du j convection. Alors le j diffusion, je peux l'exprimer par la loi de Fick de la diffusion, moins d dn sur dx, puisque jd c'est bien de la diffusion. Par contre, le j convection, je ne peux pas utiliser la loi de Fick, car il ne caractérise pas le même phénomène physique. Alors on l'avait vu dans le cours, mais on le refait ici en TD. Pour exprimer le j convection, je vais prendre une surface S à l'abscisse x,
Et entre T et T plus dt, je vais compter le nombre de molécules colorées qui traversent cette surface S uniquement par convection. Entre T et T plus dt. Donc à la date T, elles sont toutes comprises, ces molécules, dans un volume de surface S et de longueur V0 dt, puisqu'elles vont toutes se déplacer à la vitesse V0, parce qu'elles sont entraînées par convection par le solvant. Donc toutes les molécules présentes dans ce volume, entre T et T plus dt, vont traverser par convection à la vitesse V0 la surface S. Donc je les compte. Alors la densité de molécules, N de x, fois le volume, V0 SDT. C'est aussi J convection fois SDT, donc le nombre qui traverse par convection par unité de surface par unité de temps. Et j'en déduis bien l'expression de J convection, comme on l'a vu dans le cours, donc N de x fois V0. Je remplace dans l'équation différentielle du bilan et j'obtiens les quadis vérifiés par N. Alors, on passe à la résolution. Ça fait N de x égale N0 exponentielle moins x sur L. Alors, pour trouver cette expression mathématique, évidemment, j'ai considéré que N de x tendait vers 0 quand x tend vers l'infini. Et en x égale à 0, j'ai bien N égale N0 qui est maintenu, on me l'a dit. Je fais apparaître une distance caractéristique qui vaut grand D sur V0. Grand D, c'est des mètres carrés seconde moins 1, V0 des mètres seconde moins 1, donc c'est bien des mètres, c'est bien une longueur. Et je constate que, physiquement, je vais bien avoir des molécules colorées à contre-courant qui vont remonter le courant sur une distance de l'ordre de quelques L, car j'ai bien mathématiquement N de x qui a cette forme-là. Donc j'ai bien des molécules colorées qui vont pouvoir diffuser à contre-courant. Alors au microscope, si on veut les observer au microscope, ça veut dire qu'il suffit que L fasse quelques micromètres. Microscope, c'est-à-dire qu'on arrive à déceler le micromètre dans de l'eau liquide, où grand D vaut 10-9 mètres carrés seconde moins 1. Bah à ce moment-là, V0 ne doit pas dépasser 1 mm par seconde. Donc il ne faut pas que le solvant, bien sûr, se déplace trop vite. Ça paraît assez logique. Le même phénomène dans l'air. Toujours un micromètre dans l'air, donc le D vaut 10-5 mètres carrés seconde moins 1. Donc là, V0, c'est 10 mètres par seconde. Donc là, on pourra observer au microscope des molécules qui diffusent à contre-courant d'air avec des vitesses quand même assez importantes. Là, on arrive à 36 km/h quand même. C'est parce que le grand D, évidemment, il est beaucoup plus grand. Donc c'est beaucoup plus facile de diffuser dans l'air pour les molécules que de diffuser dans l'eau. Alors maintenant, si on veut observer ça à l'œil nu, on va dire qu'il faudrait au moins 1 mm pour L, pour pouvoir déceler à l'œil nu ce déplacement à contre-courant des molécules colorées vers les X positifs. On en déduit donc que, évidemment, le solvant, il doit avoir une vitesse qui diminue fortement, et une température, on doit augmenter la température, donc l'agitation thermique, donc améliorer, effectivement, augmenter le coefficient de diffusion. Bon, en tout cas, on voit bien que pour des solvants qui se déplacent à des vitesses classiques de l'ordre du centimètre par seconde, L va être inférieur au micromètre, donc même au microscope, on ne les verra pas. Donc encore une fois, la convection l'emporte très largement sur la diffusion en général. Alors pour terminer, le temps d'établissement du régime stationnaire qu'on vient d'étudier. Donc vous prenez l'équation différentielle globale, c'est-à-dire que vous avez le terme de dn sur dt, donc le nombre de molécules at plus dt moins le nombre de molécules at avec le développement limité. Donc vous obtenez l'équation différentielle complète avec le terme dépendant du temps. Et là on fait une analyse dimensionnelle. Donc on a n sur taux diff, grand D n sur delta diff au carré, plus V0 n sur delta diff. On simplifie par l'ordre de grandeur de n, puisqu'on prend le même évidemment pour les trois, et on obtient cette relation. Alors, je me suis placé avec V0 égale 1 mm par seconde, puisqu'on m'a dit de me mettre dans la situation de l'eau, et un delta diff de 1 micromètre. J'en déduis un taux diff d'à peu près 0,5 millisecondes. Donc j'en déduis qu'il faudra en gros quelques millisecondes pour observer l'établissement donc de ce régime stationnaire. Donc pour pouvoir observer un phénomène stationnaire donc qui ne va plus évoluer dans le temps. Je ne peux pas faire plus que cette évaluation quand j'ai une équation différentielle de ce type-là. Bien, et pour terminer, donc l'exercice 6, où on va s'intéresser à un phénomène de décantation. Alors un phénomène de décantation, c'est quand dans un volume d'eau liquide statique, fixe, vous avez des saletés. Alors des saletés, ça peut être des macromolécules, des petits grains de sable, des petites particules de terre, des petites morceaux de matière organique. Et ces saletés, effectivement, on va les laisser décanter, c'est-à-dire chuter vers le bas sous l'effet de la gravité. Alors c'est ce qu'on fait dans les stations d'épuration. Dans les stations d'épuration, avant de traiter chimiquement les eaux usées, on va d'abord les laisser décanter dans des grands bassins. C'est-à-dire que spontanément, toutes les saletés vont progressivement chuter vers le bas, donc descendre et s'accumuler au fond.
s'accumuler au fond du récipient. C'est ce qu'on appelle la décantation. Alors on fait la même chose avec le vin, hein. Un vin assez vieux, il y a beaucoup de particules en suspens. Eh bien, on va le laisser se décanter, donc toutes les petites particules solides vont se déposer au fond de la carafe de décantation. Et de cette manière-là, en surface, on aura un vin purifié, donc sans particules solides. Alors, on va étudier ce phénomène. Alors, pour cela, on s'intéresse donc au liquide homogène. Bon, on peut dire que c'est de l'eau liquide. Et on va mettre des macromolécules insolubles, évidemment, donc des particules qui ne peuvent pas se dissoudre et qui vont donc rester en suspension de masse M pour ces macromolécules, de masse volumique ρ0 plus grande que ρ, donc elles vont évidemment naturellement chuter, puisque leur masse volumique, elles sont plus denses que l'eau, elles vont donc chuter au fond. La solution obtenue est maintenue avec une densité particulière homogène, par exemple par agitation mécanique, et à t égale 0, on laisse tout reposer. Donc, les macromolécules vont spontanément, qualitativement, donc chuter, alors sous l'effet des forces de pesanteur, elles vont se déplacer lentement vers le fond du récipient. On prend un axe Z ascendant, etc. Alors, on va préciser ça dans le cours de vendredi. Le déplacement des macromolécules donc dans le fluide va provoquer donc une force de frottement visqueux qu'on appellera une force de traînée qui s'opposera donc à la vitesse avec lambda positive. Donc là, on vous rappelle l'expression. Voilà. Et première question, on vous dit en réalité, il y a une troisième force qui s'exerce sur les macromolécules. Les macromolécules sont très lentes, donc on pourra faire une expression, enfin on pourra faire une hypothèse et donner une expression approchée de cette troisième force. Bien, alors sur une macromolécule qui est en train de descendre lentement le liquide statique, donc par exemple de l'eau liquide, il y a évidemment son poids qui intervient. La deuxième force, c'est une force de frottement fluide qui s'oppose à son déplacement, donc une espèce de résistance de la part des molécules du fluide, des molécules d'eau qui y a autour. Mais il y a aussi la résultante des forces de pression. Et la résultante des forces de pression, on va pouvoir l'assimiler ici à la poussée d'Archimède. On a un référentiel galiléen, il n'y a que le champ de pesanteur qui intervient, et on va supposer que le fluide support il est quasi statique, hein, puisqu'il reste quasiment statique. La vitesse des macromolécules va rester très faible, donc ça va très peu perturber le fluide, on va pouvoir considérer qu'il est quasiment en situation statique des fluides. Donc on pourra utiliser l'expression de la poussée d'Archimède, πa. Donc, c'est-à-dire G fois la masse de fluide qui occuperait le volume de la macromolécule. Donc la masse de fluide, c'est la masse volumique du fluide fois le volume de la macromolécule. Et la masse de la macromolécule, c'est sa masse volumique fois son volume. Donc effectivement, les volumes se simplifient, on n'a pas besoin de les connaître. Et on aura donc la masse de la macromolécule fois ρ sur ρ0 GUZ pour la poussée d'Archimède, dirigée vers le haut. Donc cette force a plutôt tendance, là aussi, à vouloir faire remonter effectivement la macromolécule. Donc on va dire qu'en gros, c'est le poids qui entraîne la macromolécule vers le bas. La force de frottement fluide et la résultante des forces de pression qu'on assimile à la poussée d'Archimède ont plutôt tendance à vouloir la faire remonter. Bien, et globalement, tout ça, ça va donner quoi? Alors, on applique le PFD à une macromolécule dans le référentiel galiléen, la masse fois son accélération, donc les trois forces. En régime stationnaire, dV sur dt égale 0, donc la macromolécule va atteindre une vitesse limite, V limite, donc va se retrouver en translation rectiligne uniforme, et on obtient l'expression de V limite. Alors évidemment, puisque ρ est plus petit que ρ0, puisque ρ0, la masse volumique de la macromolécule est plus grande que celle de l'eau liquide, du fluide support, ce terme-là, il est négatif, donc la vitesse limite, elle est bien selon moins uz comme g. Donc globalement, c'est bien le poids qui l'emporte. Sinon, elle remonterait en surface. À ce moment-là, on obtient ce qu'on appelle des suspensions et on n'a plus de décantation. Mais là, c'est bien un phénomène de décantation. Pour savoir au bout de combien de temps on atteint ce régime stationnaire, on met l'équation différentielle sous sa forme canonique, dv sur dt plus v sur tau égale v limite sur tau, et tau m sur lambda, le temps caractéristique. Voilà. Alors dans la suite de l'exercice, on suppose que tau c'est tellement petit qu'on va supposer que c'est quasi instantané. Et on va considérer que dès qu'on arrête l'agitation mécanique du fluide support, eh bien les macromolécules vont atteindre quasi instantanément leur vitesse limite dirigée vers le bas. On a donc un déplacement macroscopique moyen, global, de macromolécules, donc de particules microscopiques, dans un fluide support, donc ici de l'eau liquide qui est statique, quasi statique. On est donc dans la situation d'un vecteur densité de fluide quelque chose, qu'on appellera JE. Alors évidemment, c'est pas de la diffusion, on va pas des zones riches vers les zones pauvres, puisque au départ, il y a la même densité partout. C'est pas de la convection, puisqu'il n'y a pas d'agitation thermique, il n'y a pas de déplacement macroscopique du fluide support. C'est donc un troisième phénomène qu'on appelle le déplacement par entraînement des forces.
Donc là, en fait, la pesanteur plus la poussée d'Archimède et la force de frottement fluide. Donc on a un déplacement par entraînement des forces, mais ça se caractérise aussi par un vecteur densité de flux par entraînement des forces, qu'on notera JE. Et on va vous demander de l'exprimer. Alors pour l'exprimer, à une cote Z quelconque, on va s'intéresser à une surface S et on va compter le nombre de macromolécules qui traversent cette surface S entre T et T plus dt uniquement par ce phénomène d'entraînement par les forces. Donc à la date T, elles sont toutes contenues dans le volume au-dessus de surface S et de longueur, de hauteur V limite dt. Toutes les macromolécules dans ce volume-là, toutes, pas une de plus, pas une de moins, vont traverser la surface S entre T et T plus dt par ce mouvement d'entraînement à la vitesse V limite. Alors à cette cote, la densité en macromolécules, on l'appellera N2Z. Donc delta Ne, ce nombre de macromolécules, c'est donc le volume, SV limite dt fois N2Z. Mais c'est aussi JE de Z fois SDT, par définition donc du vecteur densité de flux caractérisant un déplacement de particules microscopiques. Donc on a JE qui vaut N2Z V limite. Alors ça ressemble à l'expression du J convection de tout à l'heure. Mais c'est pas de la convection, c'est de l'entraînement par les forces, mais on a une expression similaire, c'est vrai. En remplaçant V limite par son expression, on fait apparaître et la masse d'une macromolécule par la masse molaire sur le nombre d'Avogadro, on obtient l'expression qui était demandée. Alors dans la question 4, on se dit, c'est pas tout. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, on va avoir beaucoup de macromolécules au fond du récipient et plus du tout en haut. Donc une zone très riche en bas et très pauvre en haut. Donc il y a un autre phénomène physique qui va intervenir, c'est le phénomène de diffusion spontanée, irréversible, des zones riches vers les zones pauvres. Donc il y a des macromolécules qui vont remonter par diffusion, remonter à contre-pesanteur, contre la pesanteur. C'est pas du tout le même phénomène physique que l'entraînement par les forces, car la diffusion, on sait qu'au niveau microscopique, ce sont les chocs exercés par les molécules d'eau sur les macromolécules qui vont les déplacer de leur libre parcours moyen à chaque choc et globalement les entraîner globalement en moyenne vers le haut, vers les zones pauvres. Donc on a bien deux phénomènes physiques en compétition. Le JD s'exprime par la loi de Fick, car le JD c'est de la diffusion de macromolécules dans l'eau. Moins D gradient de N, donc moins D dN sur dZ de Z. Dans la question 5, on va faire un bilan de macromolécules dans un volume d'étau, donc dans une tranche entre Z et Z plus DZ de section S, en régime stationnaire. Donc le nombre AT plus DT moins le nombre AT de macromolécules, ça va faire 0. Il y a celle qui rentre moins celle qui sort. Il n'y a pas de terme source. Mais attention, celle qui rentre, il y a deux phénomènes. Il y a celle qui rentre en Z plus DZ par l'entraînement des forces, et il y a celle qui rentre en Z par la diffusion. Celles qui sortent, il y a celles qui sortent par entraînement des forces en Z, et celles qui sortent par diffusion en Z plus DZ. Développement limité, dJE sur DZ égale dJD sur DZ. Je remplace JE et JD par les expressions qu'on a établies pour JE et obtenues par la loi de Fick, et on obtient l'équation différentielle, qui ressemble beaucoup à celle de l'exercice précédent. Donc là aussi, on passe à la résolution, que j'ai un petit peu plus détaillée que tout à l'heure. On va supposer évidemment que quand z tend vers l'infini, petit n tend vers 0, donc b est forcément nul. Et on vous dit en z égale 0, la densité c'est n de 0. Delta, c'est une distance caractéristique, grand D sur V limite. Donc en effet, il y a bien un phénomène de diffusion à contre-pesanteur, donc un phénomène qui va venir un petit peu gêner la décantation, un petit peu perturber la décantation, puisque toutes les macromolécules ne peuvent pas, bien sûr, s'accumuler exactement, strictement en z égale 0. Il y en a qui vont effectivement remonter spontanément par diffusion. Et en régime stationnaire, on aura cette expression-là. On dira donc que c'est sur une épaisseur de quelques delta qu'on va observer donc des macromolécules au-dessus du fond du récipient. Alors au microscope, on vous dit qu'on a mesuré donc la hauteur petit h, où on arrive à évaluer la densité divisée par 2. Donc la densité qu'on avait au fond en z égale 0, elle est divisée par 2 à la hauteur h, qui est observée au microscope. Ça nous permet d'avoir une évaluation du delta. Le delta, c'était grand D sur V limite. En remplaçant bien sûr l'expression de V limite par celle obtenue précédemment, on obtient l'expression donc de la masse molaire. RTLN de 2 sur GH 1 moins ρ sur ρ0. Donc 43 788 kg par mol. Alors on est très très loin bien sûr des masses molaires d'un atome. Par exemple l'atome d'hydrogène 1 g par mol, l'atome de carbone 12 g par mol. Donc là ici on est sur une macromolécule. Alors bien sûr si on divise par le nombre d'Avogadro, on obtient quand même une masse de 7,27 10 20 kg. Donc c'est quand même très petit. Donc c'est quand même quelque chose de microscopique. C'est pas un grain de sable. Un grain de sable on va être dans le microgramme. Là on est vraiment
10-20 kg, on est donc à 10-17 grammes. Voilà, on est dans même pas le picogramme, hein. Donc on est vraiment quand même dans une particule microscopique, mais une macromolécule, donc beaucoup plus grosse qu'un atome. Donc on a mis en évidence le phénomène de décantation. Alors il y a beaucoup de problèmes qui tombent au concours sur les phénomènes de décantation, qui ne sont pas toujours les mêmes que cet exercice, hein. Mais en tout cas, la mise en équation avec la poussée d'Archimède, le J entraînement par les forces, tout ça vous le retrouvez, donc je trouvais intéressant de traiter cet exercice bien sûr en TD. Donc voilà, donc c'est tout pour le TD numéro 8. Donc on a terminé tout ce qui concerne les phénomènes de transport. Donc vous me rendez normalement aujourd'hui le DL sur les transferts thermiques, les transports d'énergie. Vous avez un autre DL à me rendre la semaine prochaine sur les transports de particules. Vous aurez une interro, bon c'est pas un secret, mardi matin sur le transport de particules. Et évidemment, donc l'école, je vous le répète, hein, l'école qui sont devenues obligatoires, c'est l'approviseur qui l'a décidé hier soir, obligatoire donc par Zoom si on peut le faire. Alors moi je vais pouvoir le faire, c'est vous si vous avez des soucis. À ce moment-là, bah, vous m'envoyez le sujet par mail, par rédaction, mais c'est mieux quand même qu'il y ait cette interaction. Donc suivez bien vos boîtes mail, puisque moi finalement c'est moi qui vais vous inviter à une réunion Zoom. Donc tous les identifiants de la réunion, je vous les envoie par mail longtemps à l'avance. Donc pour la colle de ce soir, il y a 2 groupes concernés. Vous avez effectivement donc reçu le mail normalement, parce que je l'ai envoyé hier. Et au moins, enfin, voire plus une demi-heure avant, vous avez le sujet, donc vous avez largement le temps de préparer votre colle avec les 20 minutes, voire un peu plus si vous voulez, c'est pas très grave. Et ensuite, vous la présentez donc sur Zoom. Alors la présentation sur Zoom, normalement, ce que vous devez filmer, c'est la feuille où vous allez écrire. Soit vous me présentez ce que vous avez écrit pendant la préparation, soit vous écrivez en direct. Donc le but, c'est de filmer votre feuille, que je vous entende parler, et de filmer votre feuille. Donc à vous de réfléchir, si vous le faites avec un ordinateur, une caméra externe, votre téléphone portable. Mais moi, je veux vous entendre, et c'est pas votre visage que j'ai envie de voir, enfin, de temps en temps, mais c'est surtout la feuille sur laquelle vous allez écrire les feuilles de brouillon, ou répondre à des questions que je pourrais vous poser. Voilà, donc on va tester ça. Donc surtout, surveillez bien votre boîte mail, ceux qui ont une colle de prévu. Alors je l'ai remis sur Pronote plusieurs fois, je l'ai renvoyé par mail. Le planning d'école, on va le respecter à peu près. Alors le problème, c'est que les réunions Zoom se limitent à 45 minutes, je crois, donc j'ai été obligé de faire plusieurs réunions différentes, hein. Donc on va essayer de respecter au mieux les créneaux de colle. Donc si vous avez une colle ce soir, ça doit être le groupe de Tesson, Borel, Atitiche et le groupe Albou, la rigauderie des camps. Voilà, surveillez bien votre boîte mail. Et pour demain après-midi, donc j'ai 4 groupes de colle de prévus. Donc là, c'est pareil, hein, je vais anticiper les réunions Zoom certainement demain matin. Donc là aussi, vous aurez un créneau, un créneau de réunion Zoom, un créneau pour préparer votre colle. Donc essayez d'être vigilant et de bien faire attention. Allez, bon courage, hein, ça va pas durer très longtemps. Normalement, la semaine prochaine, on se retrouve tous en présentiel au mieux jeudi, et on repartira comme d'habitude, hein.